TariSelect, c'est un projet qu'on a démarré donc en 2018 et puis ça suivait en fait, c'était 2 ans après la nouvelle modification d'ordonnance sur les médicaments vétérinaires qui a en guillemets dit aux agriculteurs d'arrêter de tarir des vaches systématiquement avec des antibiotiques. Le projet TariSelect se basait sur toutes les régions en fait du canton de Vaud. On a eu au tout début du projet 29 exploitations qui ont participé à un premier sondage pour nous expliquer, à une première visite pour nous expliquer comment ils pratiquaient le tarissement et toute la gestion en fait du tarissement sur leurs exploitations. Ensuite, on a eu 24 exploitations qui ont poursuivi sur toute la durée du projet un relevé de données de leur méthode de tarissement. Donc, ils ont pu suivre le protocole de tarissement, enregistrer les choix qu'ils ont fait, l'analyse et l'évaluation de la détention aussi de leur vache tarie. Surtout aussi relever les problèmes qu'ils ont justement rencontrés durant ces 2 ans dans le cadre du projet TariSelect. L'exploitation type, on va dire, du projet, pour pas vous résumer toutes les 24 exploitations ou les 29 qui ont commencé au début. Donc la plupart sont en stabulation libre. La plupart donc séparent les vaches taries au moment du tarissement dans une zone extérieure au troupeau, on va dire, des vaches qui sont encore en production. On a l'habitude de couper les concentrés assez rapidement avant le tarissement. Selon les dires, tarissent en 7 mois et 7 mois et demi de gestation. La plupart sont nourris avec du foin tardif et un complément minéral, et la plupart des vaches taries avant le projet pâturent en été. Les éleveurs, la plupart, donc, on a remarqué au début, donc la première visite, ont déjà pas mal de bonnes notions, en tout cas sur les 29 exploitations. Il y en avait déjà beaucoup qui avaient commencé à pratiquer le tarissement sélectif et qui avaient déjà des assez bonnes notions de la détention des vaches taries et comment appliquer le tarissement sélectif. Et puis, il y en avait peut-être une exploitation sur 5 qui ne pratiquait pas ou très très peu le tarissement sélectif. Donc la plupart des exploitants choisissent de tarir leurs vaches surtout sur la base des taux cellulaires. Une grande partie utilisait les obturateurs de trayons internes, donc type Norocil, Orbocil, etc. Et la plupart des troupeaux, des exploitants réintroduisaient les vaches avant le vélage. Et puis, on a remarqué aussi que il y a beaucoup de stabulation libre. Il y en a peu qui finalement utilisaient le box de vélage ou les y mettaient au dernier moment, par exemple, juste avant le vélage. Donc, au niveau des bonnes pratiques de tarissement, je résume quelques-unes ici. On avait déjà tout ce qui est tout ce qu'on recommandait en fait aux éleveurs de mettre en place ou de modifier selon les dires ou selon ce qu'ils faisaient déjà avant. Typiquement au niveau de la gestion du tarissement, d'avoir des prérequis ou des bonnes bases quant à comment faire réduire par exemple la quantité de lait en fin de lactation, choisir un type d'arrêt de traite soit abrupt soit progressif en fonction du troupeau, contrôler surtout les vaches dans les 5 à 10 premiers jours qui suivent le tarissement si elles sont taries en tout cas sans antibiotiques. On a pu discuter de la durée du tarissement idéal en fonction des multipares, des primipares, des choix de tarissement. Discuter de la réintroduction des vaches taries dans le troupeau. On a 2 méthodes possibles et puis en fonction des éleveurs, ils pouvaient choisir plutôt l'une ou l'autre et puis en adaptant justement ces pratiques. Et puis après, bien sûr, contrôle de la note l'état corporel. Chose très importante qu'on a pu discuter avec les éleveurs, c'était les mesures d'hygiène, typiquement tout ce qui concerne, une fois qu'on enlève les antibiotiques, le nettoyage, la désinfection des trayons. On a eu pas mal de travail d'information sur l'utilisation correcte des obturateurs de trayons, comment faire en sorte qu'ils soient efficaces, qu'ils soient utilisés de manière correcte. Et puis aussi, vis-à-vis de l'hygiène, vu que les obturateurs de trayons n'ont pas on va dire, de protection antibiotique, il fallait être très propre dans leur utilisation pour pas, en fait, infecter eux-mêmes la mamelle lors de l'utilisation de ces obturateurs.
Beaucoup de travail un peu sur l'hygiène des mains et puis aussi quelques informations sur les types de trempage de trayons qui existent justement pour protéger le pied pendant la phase de tarissement. Alors après, le projet TariSelect n'était pas uniquement lié au fait ou pas d'utiliser des antibiotiques. On avait bien sûr tout ce qui était mode de détention idéal des vaches taries. Et donc on a toute la partie alimentation avec le rationnement idéal des vaches taries, la partie sur la minéralisation. Pour ceux qui pouvaient le pratiquer, le bilan anion-cation, et puis toute la phase, une remise en question un peu chez certaines exploitations de la phase de préparation au vélage. Et puis bien sûr, mesures de détention, séparation des vaches taries lorsqu'elles sont pas traites, système de détention avec des aires paillées suffisamment grandes ou revoir en fait aussi les notions concernant le box de vélage. Et puis bien sûr, plus important, et puis les plus grands frais souvent durant le tarissement, c'est tout ce qui se passe après autour du vélage. Donc revoir quelle est la gestion de vélage sur les exploitations, prévenir les risques de fièvre du lait ou d'autres maladies métaboliques, et puis comment faire en sorte d'améliorer justement l'immunité des vaches taries. On a demandé aux éleveurs du projet TariSelect, parmi un panel de 18 mesures, d'en choisir au moins 10. Et puis on a remarqué qu'avant le projet, il y avait moins de 50% finalement des éleveurs, où on peut dire qu'il y avait presque 50% des éleveurs qui avaient plus ou moins 10 mesures qu'on proposait justement. Pour les mesures de prévention au vélage, il y en avait aussi plusieurs. Et là, par contre, finalement, on avait pas mal de mesures qui étaient déjà appliquées par les éleveurs. Donc, on a des mesures qui étaient liées plutôt au suivi du vélage, donc vraiment au moment du vélage. Est-ce qu'on est présent au moment du vélage? Est-ce qu'on donne typiquement des trucs un peu basiques, de l'eau en suffisance, en volonté? Est-ce qu'on utilise, certains utilisent des compléments aussi autour du vélage? Après, on a tout ce qui était au niveau du contrôle de l'acétonémie, par contre, est-ce qu'on fait un contrôle d'acétonémie par des bandelettes? Est-ce qu'on fait un contrôle d'acétonémie au contrôle laitier? Maintenant, des solutions qui existent. Est-ce qu'on donne à certaines vaches du propylène glycol ou des choses comme ça, par exemple, en mesure de prévention? Là, il y a aussi environ 50% des éleveurs qui le faisaient, 50% qui avaient l'impression, en tout cas, de pas avoir trop de problèmes d'acétonémie. Ça dépendait vraiment un peu des troupeaux. Alors, prévention de l'acidose, là, c'était surtout au niveau de la gestion des quantités et de la distribution des concentrés. Là, on peut dire que finalement, la plupart des éleveurs qui ont des DAC ou des solutions comme ça avaient une maîtrise finalement de la distribution des concentrés avant le vélage et dans les premières semaines qui suivent du vélage qui était correct, ou après vélage, est-ce que comme prévention j'utilise la vitamine D3 ou d'autres mesures préventives à ce niveau-là, et ça c'est des choses où la plupart des éleveurs l'effectuaient, sauf une ou deux qui se disaient justement pas avoir de problème de fièvre du lait, puis du coup qui n'ont pas eu besoin ou comme ça d'adapter leur programme. Après, sur les questions, on leur a demandé spécifiquement est-ce qu'ils avaient des mesures pour prévenir l'humidité, disons améliorer l'immunité des vaches, ou des veaux par exemple, est-ce que on vaccine les vaches taries, est-ce qu'on fait des injections de vitamines ou de sélénium en fin de tarissement, et puis plus particulièrement sur est-ce qu'on base la sélection génétique ou comme ça sur des mesures de santé du pied et de la prévention. Et là, typiquement, c'était deux choses où il n'y avait pas forcément, quand on a interviewé les éleveurs, des points qui sont ressortis à ce niveau-là. Après, on remarque tout de même qu'il y a sur les 29 exploitations qui ont répondu au sondage, il y en a une bonne partie justement qui avait une bonne maîtrise, on va dire, de la phase de tarissement, avec plus d'une dizaine, on va dire, des bonnes pratiques qu'on recommandait durant la phase de tarissement. Et puis aussi dans le graphique du bas, c'est par rapport aux mesures de prévention autour du vélage, qui avait aussi plus de 5-6 mesures de prévention au vélage. Et puis donc elle partait effectivement déjà sur une bonne base pour une gestion efficace du tarissement sélectif. Après, on avait d'autres exploitations. Du coup, on a fait un peu plus d'informations.
et puis où parfois au niveau structural c'était aussi un peu plus difficile de mettre en place certaines mesures parce que soit le système de tension n'était pas adapté, soit c'était difficile de faire bouger certaines pratiques ou comme ça, ou il y a aussi quelques-unes de ces exploitations qui n'ont pas poursuivi le projet par la suite. Donc les bonnes pratiques les plus effectuées ou les plus faciles, on va dire, d'adaptation, c'était tout ce qui était, comme on l'a vu, lié à la gestion du tarissement, diminuer la production de lait, choisir un type d'arrêt de traite qui corresponde au troupeau, séparation des vaches taries quand elles sont pas traites, ça c'est des choses qui étaient vraiment déjà à la base bien réalisées par les éleveurs. La réintégration des vaches, soit avant le vélage ou soit après le vélage. Donc là, on recommandait aussi typiquement de réintégrer les vaches soit assez vite, c'est-à-dire au moins 2 à 3 semaines avant le vélage pour qu'elles aient le temps de se réhabituer aux autres congénères, s'habituer à la nouvelle ration, s'habituer au nouvel emplacement et aux changements hormonaux. Ou alors, s'ils étaient trop tard, dans la dernière semaine, il y en a quand même plusieurs qui... Typiquement, juste avant le vélage, réintégrer les vaches dans le troupeau, où là, on leur a dit, mais soit vous choisissez de les réintroduire plus vite, ou alors vous les laissez avec les vaches taries, elles vêlent, et une fois qu'elles ont vêlé, là, à ce moment-là, vous les réintégrez dans le troupeau par la suite pour qu'elles puissent passer un vélage dans les meilleures conditions. On avait pas mal d'agriculteurs qui utilisaient quand même des minéraux pour les vaches taries qui sont adaptés. Souvent, c'était uniquement un cake block. Avec certains, on a vu qu'au niveau du nombre de cake blocks qu'ils utilisaient par année, au niveau du nombre de vaches qu'ils avaient, finalement, les cake blocks étaient soit pas très consommés, soit pas très appréciés. Et on a pu revoir chez certains, justement, comment adopter une bonne minéralisation des vaches taries. Et puis, après, la plupart, typiquement, ce qui est mesure de base pour la prévention de la fièvre du lait ou d'autres mesures préventives autour du vélage étaient déjà particulièrement bien utilisées par les éleveurs. Par contre, on a l'utilisation des obturateurs. Comme je l'ai dit avant, on a fait un travail un peu particulier. Comment avoir une bonne hygiène pour mettre ces obturateurs, comment bien stocker et utiliser les obturateurs de Trayon, où on a dû mettre un peu l'accent dessus. Ce qui est difficile, c'est effectivement d'avoir par rapport, quand on regarde les besoins des vaches taries en fin de gestation par rapport à ce qu'elles recevaient comme alimentation, on a essayé de mettre l'accent. Après, ça reste quand même compliqué de promouvoir les plans d'alimentation ou des rations vraiment équilibrées. Pas en énergie, souvent de l'énergie on en a bien assez, c'est au niveau de la protéine et au niveau des minéraux. Souvent il y a des mancos et puis là c'est changer les choses. Souvent on part au foin écologique et puis basta. Et puis ensuite on les réintègre au troupeau où elles ont la ration. Mais on a quand même entre deux des phases où l'alimentation devait être revue. Et puis ça, on le verra après, c'est des choses qui sont dures à garder en tout cas sur la longueur. Contrôle de la note d'état corporel, c'était quelque chose qui est très peu utilisé chez les éleveurs du projet, qui est une mesure assez contraignante d'aller surveiller l'état de ces vaches, mesurer l'état, noter, savoir comment ça évolue. Et puis ça, c'est des mesures qui sont moins effectuées par les éleveurs. Et puis on verra que la prévention de l'hypocalcémie par la mesure alimentaire du bilan anion-cation, c'est aussi quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre et souvent peu réalisé par les éleveurs. Donc ensuite, suite à ce questionnaire, à cette première mise en jambe, en fait, on a fait une appréciation après 1 an et puis on a fait encore un bilan de fin de projet. Donc ça, c'était sur les 24 exploitations qui ont participé durant toute la durée du projet. Comme on a vu avant, sur les 18 mesures, on avait des mesures qui étaient déjà bien réalisées sur les bases du tarissement et d'autres moins. Donc, durant le projet, si on regarde un peu l'évolution des pratiques chez les éleveurs, on voit que typiquement, on avait au niveau du contrôle du tarissement, par exemple, contrôle des 5 à 10 jours de tarissement, les éleveurs ont décidé de plus surveiller les vaches une fois qu'ils tarissaient les vaches sans antibiotiques, de les garder à proximité, en tout cas 5-7 jours dans l'écurie au lieu de les lâcher tout de suite au pâturage pour avoir un œil sur la mamelle. Au niveau de l'application des obturateurs, on a une évolution positive dans le sens où ceux qui on utilisait
finalement, ont pris des mesures pour les utiliser de manière correcte. Après, on a aussi, finalement, on n'a pas 100% parce qu'on a une partie qui ont décidé de non plus de parcourir aux obturateurs, aussi par choix personnel ou en préférant d'autres méthodes de protection de la mamelle. On a eu, au niveau, par exemple, de la durée du tarissement ici, pas mal de modifications parce que du moment qu'on dit plus que le délai d'attente c'est 49 jours ou 60 jours pour certains antibiotiques, on peut adapter la durée du tarissement pour des multipares et pour les primipares. Donc ici dans le projet, on recommandait pour les primipares, pour les multipares, je veux dire, une durée de tarissement de minimum 40 jours, entre 40 et 50 jours, et puis de 60 jours pour les primipares. Et puis finalement, on a remarqué que chez pas mal d'éleveurs, finalement, pour ces multipares, ça arrangeait du moment qu'elles n'aient pas d'antibiotiques et pas de délai d'attente, de raccourcir un peu cette durée du tarissement. Et puis surtout pour ceux qui avaient des tarissements de plus de 7 à 8 semaines, finalement, ils ont remarqué que pour des vaches typiquement de haute production, le fait de pouvoir prolonger un petit peu la lactation pour réduire éventuellement les quantités de lait, ça arrangeait. Donc, il y a aussi des mesures qui sont pas uniquement des contraintes, mais aussi un peu des avantages de temps en temps. Par contre, on voit qu'au niveau de la prévention, au niveau alimentaire du BACA ou la note d'état corporel, finalement, on n'a pas eu des grosses évolutions. Contrairement aux obturateurs, on a la possibilité d'utiliser du trempage de trayons, soit après le tarissement ou soit avant le vélage. Et puis, certains qui n'utilisaient pas tellement ou qui ne désiraient pas utiliser les obturateurs pouvaient toujours recourir à des méthodes de trempage de trayons, histoire de protéger la mamelle dans les phases sensibles qui sont les 2-3 premières semaines avant le tarissement et aussi quand les vaches remettent de la mamelle avant le vélage. Donc on va dire les 2 semaines avant le vélage où là on a besoin, quand on n'a pas d'obturateur, d'une protection supplémentaire. Et puis ensuite, suite au projet, il y a quand même certains qui ont, après discussion, qui disent que 2 ans c'était encore un peu court pour tout mettre en œuvre. Et puis il y a quelques pratiques. On voit au niveau du rationnement des vaches taries où finalement, par exemple, là, il y a encore quelques efforts où les éleveurs veulent consentir un peu plus d'efforts, typiquement dans la gestion de la ration, éventuellement dans d'autres mesures de prévention de la fièvre du lait, si c'est possible sur ces exploitations, ou d'autres manières de contrôler un peu plus la note d'état corporel, mais ça, c'est des choses qui sortiront du cadre du résultat, vu que c'est des choses qui devront se faire, on va dire, à l'avenir. Donc, les freins à la mise en place des bonnes pratiques et surtout les limitations structurelles, typiquement comment on sépare les vaches taries quand on a une stabulation entravée. Alors, certains ont créé dans un hangar ou comme ça, ou dans une zone externe à l'exploitation, un box pour les vaches taries spécialement. Typiquement, dans les stabulations entravées, quand toutes les vaches sont l'une à côté des autres, on a la difficulté d'avoir une ration de tarissement spécifique et une ration pour les autres vaches. Alors, bien sûr que celle qui a juste le foin ou comme ça, alors que les autres ont une ration mélangée, bien sûr qu'elle va chercher à aller piquer à gauche, à droite, justement, l'aliment des autres. On a au niveau de la taille du troupeau, bien sûr, si on veut faire une ration pour les vaches taries, il faut avoir un groupe conséquent. Au niveau de la taille du troupeau, si on a des tout petits troupeaux, des fois on a 1 ou 2 vaches taries, on va pas pouvoir ou difficilement faire justement des méthodes spécifiques pour ça. Prévention du BACA, si on a des fourrages à base d'herbe, on sait que là on a des difficultés à mettre en œuvre une stratégie BACA parce que de toute façon on aura souvent trop de potassium. Et puis que le bilan il jouera de toute façon pas, donc ça c'était des choses bien sûr qui sont techniquement pas possibles dans ce genre de situation. Puis après on a des contraintes de temps, comme on l'a dit pour la mesure du BCS, pour les séparer, si on fait un arrêt de traite progressif, si on doit séparer les vaches taries dans un box avant de les repasser tous les 2 jours en salle de traite, des fois ça complique aussi les choses. Et puis des contraintes techniques au niveau par exemple du BACA, du trempage après tarissement, une fois que les vaches sont pâturage, c'est clair qu'on va pas leur courir après pour aller tremper les trayons ou d'autres choses comme ça. Donc au niveau du bilan des éleveurs, on a un bilan, les choses qui sont ressorties comme ayant dû être adaptées par les éleveurs. Typiquement au niveau de la gestion du tarissement, comment on réintroduit les vaches plus rapidement ou suffisamment longtemps avant le vélage dans le troupeau. On peut adapter aussi la durée du tarissement.
On a l'amélioration de l'hygiène de manière générale, et puis le contrôle plus régulier des vaches taries après le tarissement, et puis aussi la gestion et l'utilisation des obturateurs ou du trempage des trayons, qui sont des mesures qui ont été pas mal adaptées par les éleveurs. Et puis typiquement corriger 2-3 points au niveau de l'utilisation des minéraux pour les vaches taries. Au niveau des points qu'ils ont améliorés ou dit avoir améliorés, donc l'utilisation des analyses de lait, qui était peu pratiquée et puis finalement qui offre, en plus du contrôle du test de Chalm et du contrôle des cellules, une sécurité supplémentaire dans le diagnostic, est-ce qu'il y a une mamite subclinique ou pas pour les vaches taries. On a l'utilisation de moyens auxiliaires, ça peut être l'homéopathie, ça peut être la phytothérapie, d'autres produits vendus sur le marché, du trempage typiquement, du trempage avec des produits qui filmogènes ou comme ça. Et puis finalement, réadapter un peu les prérequis utiles dans la gestion du tarissement sélectif. Et puis le bilan général pour le projet. Donc, on voit que dans les mesures, participer au projet justement a permis d'améliorer les pratiques de tarissement sélectif. Dans la majeure partie des cas, c'est soit beaucoup, soit complètement. Ensuite, acquérir de nouvelles connaissances, finalement, au niveau des connaissances techniques et pertinentes pour le troupeau aussi, a des aspects très positifs. On avait des échanges avec d'autres éleveurs du projet, où là aussi, dans la majeure partie des cas, les échanges étaient positifs et constructifs. Et puis, justement, permettre de réduire l'utilisation des antibiotiques. Alors, les chiffres, je vous les présenterai justement cet après-midi, mais là aussi, pour la plupart, ceux qui étaient 100% ou presque 100% antibiotiques ont pu réduire de manière assez facile, on va dire, sur les premiers quarts l'utilisation des antibiotiques. Pour ceux qui, ça faisait déjà 5 à 10 ans qu'ils faisaient du tarissement sélectif, forcément qu'ils ont pu améliorer la gestion du tarissement et finalement, ils avaient déjà un bon niveau de réduction des antibiotiques dans le cadre du projet. Donc, pour le tarissement sélectif, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des prérequis indispensables. Il faut il y avait déjà une bonne base de connaissances présente et parfois juste uniquement un peu un manque d'informations sur quelques petits points et puis il suffisait de réexpliquer un petit peu les choses pour que ça change. Après, on remarque que pour certains points, forcément, il y a pas mal de contraintes et puis c'est difficile de passer le cap quand les contraintes sont techniques. Et aussi, on a déjà beaucoup de travail et puis qu'il faut prendre du temps pour réadapter certaines choses, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Et puis bien sûr, très bon retour en faveur des projets collectifs justement pour progresser entre éleveurs sur différentes pratiques. Voilà, donc de manière, les participants étaient très satisfaits du projet TariSelect et je les remercie justement aussi pour leur participation. Et puis, je vous remercie également, vous, pour votre attention et je suis à disposition pour quelques questions s'il y en a dans l'auditoire.